KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Excellentes conditions télévisées à tous, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue dans votre émission Actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre. Aujourd'hui, je suis avec le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, M. Alain Bolonjoa. Ibolo, ensemble, on va essayer un peu d'analyser quelques points politiques. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique de Congo Live TV. Comme je vous ai bien dit, bien annoncé au début, je suis avec le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, à qui je salue. Bonjour, Bonana. Bonjour madame, en tout cas merci pour l'invitation. Bonana. Merci, pareil. Ouvrons cette émission avec le sujet d'actualité. Comment sentez-vous quand l'opposition aujourd'hui cherche à profaner une date en mémoire d'héros national Patrice Emery Lumumba, la date du 17 mars? Bon, votre question me surprend. Premièrement, je tiens à saluer l'initiative prise par nos amis de l'avocat. Ici, je cite M. Fayoulou. Deuxièmement, je voudrais vous rappeler à ceux qui nous suivent, que chaque domaine a sa manière de pleurer ses morts. Si les musiciens pour pleurer Papa Wemba, ils ont eu à organiser des concerts. Si pour les joueurs, ils font des exhibitions pour le football, mais en politique, la manière, et la meilleure d'ailleurs, de pleurer un mort, c'est de renforcer ou sinon de continuer sa lutte. La date du 7 janvier marque la lutte contre la balkanisation. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain Lumumba qui s'est battu pour qu'effectivement déjouer la stratégie conçue au niveau de la communauté internationale pour balkaniser notre pays. 60 ans après, ou 59 ans après, naturellement, si on constate que cette velléité continue dans les esprits de la communauté internationale, de certains pays dits amis, mais surtout de certains pays voisins, eh bien, la meilleure manière de commémorer cette lutte ou cette journée, c'est de continuer dans cet élan de combat. Et voilà pourquoi je salue le réflexe qu'a eu M. Fayoulou en fixant comme date les 17. Parce que cette date coïncide pratiquement avec l'objet pour lequel cette marche va être organisée. C'est-à-dire que le 17 janvier va marquer le jour où les Congolais vont réaffirmer leur lutte contre la balkanisation. Alors, lorsqu'on dit profaner ou on dit on veut désacraliser la date, et pourtant c'est le contraire. Mais de l'autre côté, lorsqu'un gouverneur, un soi-disant membre, un soi-disant membre dirigeant... Avant d'abord d'arriver jusque-là, pourquoi pas la Mouka ou l'opposition pourra choisir notre date, non, mais 16
Seulement le 17. Non, mais les 16, c'était justement un président... Qu'est-ce que l'opposition mijote? Non, mais l'opposition est claire. Bon, je ne sais pas si M. Fayulu est dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Nous soutenons par contre la lutte ou sinon l'initiative prise par nos amis de la MOUCA. On ne pouvait pas choisir une autre date. Comme en le dehors, 16 par exemple. non, on ne pouvait pas Le choisir, 18. on ne pouvait pas choisir une autre date en dehors de la date du 17. Parce que l'objectif ou sinon le message coïncide avec celui de Lumumba. Et je crois que le tout premier politicien congolais qui a fustigé la balkanisation, c'était Lumumba. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a perdu sa vie. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la même démarche, dans le même état d'esprit que Lumumba, eh bien pour donner plus de la valeur, ou sinon pour faire revivre le Congolais le même état d'esprit, c'est la date du 17 qui doit être choisie et non la date du 16. Parce que la date du 16, c'était un président en fonction qui a été assassiné lâchement au niveau de son bureau. C'est une date de méditation. Alors que la date du 17 janvier, pour nous, le Congolais, c'est la date de dire non à la balkanisation. La date que l'opposition a choisie, mais du côté de la famille de fait Mairie Patrice Lumumba sont contre cette marche. Non, mais la famille n'a pas le droit d'interdire aux gens de manifester le 17. Je ne sais pas s'il y a une disposition de la loi ou s'il y a un principe sacro-saint en politique ou en droit qui dit que Lumumba appartiendrait essentiellement ou exclusivement à sa famille. Lumumba n'est pas le corps que nous pleurons. Lumumba, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui s'est battu pour nous. Et ça ne peut pas être une propriété de la famille. S'ils veulent parler de Lumumba en tant que père biologique d'une famille, ça c'est autre chose. Mais lorsque vous parlez de Lumumba en tant qu'idée, en tant que dirigeant, eh ben, il n'est plus dans le... Il ne peut pas être pris Sa famille en tant dit que... que ce n'est pas la meilleure façon de commémorer ça. Non, ils sont mal placés pour le dire. En tout cas, ils sont mal placés pour le dire. Ici, nous voulons faire allégeance, ou sinon nous voulons honorer la mémoire d'un combattant qui s'est battu contre la balkanisation. Et donc, si sa famille est utilisée par ses pouvoirs de la honte pour empêcher à ce que... La famille sont contre cette marche. Non, la famille n'a pas le droit d'interdire aux gens de marcher. Je suis désolé. Sa famille est contre cette marche organisée par notre confrère, par le cadre de la MOUCA ou c'est de l'opposition. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que la famille est mal placée pour interdire aux gens de manifester. Parlons un peu de cette marche qui est en même temps interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Oui, mais le problème c'est que moi je ne pense pas qu'il a interdit. S'il est dans une forme de dérive... Il n'a pas autorisé cette marche? Non, mais il n'a pas la compétence d'autoriser une marche. Il n'y a aucune disposition, que ce soit de la loi que de la Constitution, qui lui consacre ou qui lui reconnaît le droit d'autoriser les marches. Nous sommes dans un régime d'information. Il a été saisi par nos amis de Nouvel Élan, Steve Kiwata. Il a été saisi en bonne et due forme. C'est que lui doit prendre comme acte, c'est de considérer qu'avec ou sans son autorisation, eh bien, nous allons marcher. Et toi, que le gouverneur de la ville, non, déjà quand il refuse... Non, mais attendez, la compétence et l'attribution. Il ne peut faire que ce que lui consacre la loi. Quelle est cette disposition de la loi qui lui donne le droit d'interdire aux Congolais de marcher pacifiquement? Il n'y en a pas. Il est mal placé. Sur son avis, il ne mettra pas en cause cette marche du 17. Bon, en fait, si je sais comment le système fonctionne, il va certainement déployer des policiers. Et les policiers auront pour ordre de tirer à balles réelles ou je ne sais pas ce qu'il va utiliser pour disperser ceux qui vont marcher. Mais ce qui est vrai, avec ou sans la police, il y aura marche. Ça c'est certain. Parce que le problème c'est quoi? Le père de la lutte contre la balkanisation avait fait face à la communauté internationale jusqu'à perdre sa vie. Et si aujourd'hui il y a cette nouvelle communauté internationale avec son bras séculier que vous appelez le pouvoir et le gouverneur qui n'est qu'un sous-traitant, veulent nous interdire d'avoir le même état d'esprit que Lumumba, et bien nous comprenons qui est au service de la communauté internationale ou qui est au service de ceux qui veulent balkaniser notre pays. Comment voulez-vous un gouvernement sérieux
puisse interdire aux Congolais de lutter contre la balkanisation. Comment expliquer? Parce que nous savons tous que tous les Congolais conscients n'accepteront jamais qu'une partie de notre pays va au Rwanda. Et lorsque le Congolais s'organise pour dire non à la balkanisation, eh ben, ce sont ces gouverneurs du Rwanda ou les avocats, les représentants du Rwanda ici dans notre pays qui veulent faire face à cette volonté de dire non à la balkanisation. Il y a, je crois, moins d'une semaine, on a tué des gens à Bénin. Personne n'en parle. Nous avons en même temps vu le chef de l'État au Vatican qui a promis à Monseigneur Mbongo qu'aucune partie de notre pays sera bel et bien livrée ou sera bien récupérée par le Rwanda. Ah, ce qui veut dire, lui aussi, devait être interdit de dire ça. C'est-à-dire, on devait lui interdire de dire ça par le gouverneur. Pourquoi lui a le pouvoir de dire qu'il n'y aura pas balkanisation? Pourquoi pas les autres Congolais? En tout cas, ce qui est vrai, la Constitution nous donne le droit et le devoir, d'ailleurs, de tout faire pour protéger notre territoire. Vous savez, madame, lorsqu'on tue un parent, on peut supporter. Parce que le parent est déjà adulte, on sous-entend qu'il est appelé à mourir. Mais lorsqu'on tue nos enfants, c'est-à-dire on s'attaque à notre avenir. Et ce n'est pas un groupe de gens, gouverneurs soit-il, de nous interdire de ne pas protéger nos enfants. Apparemment, ils n'ont pas encore cerné le pourquoi ils sont dirigeants. On devient dirigeant pour sécuriser nos enfants, sécuriser notre avenir. On tue nos enfants à Béni. Et le Rwanda cherche à pratiquement effacer de la carte nos frères de Béni, nos frères de Butembo, nos frères de toute cette zone-là, pour occuper notre espace. Que ce soit la Bible, que ce soit la Constitution, ça nous donne le devoir de protéger notre espace et de défendre nos enfants. Ce n'est pas un gouverneur qui doit nous interdire ces droits-là. L'article 63 est clair. C'est un droit, mais aussi un devoir sacré. Et l'article 64 nous dit, s'il y a des gens qui nous interdisent de défendre nos droits et nos devoirs, la moindre chose à faire, c'est de faire partir et de choisir des Congolais conscients qui arriveront à sécuriser. Le 30 juin, quand l'opposition a voulu organiser une marche, le gouverneur de la ville de Kinshasa l'a en même temps refusé en disant que c'était une journée sacrée. Aujourd'hui, encore au mois de janvier, le 17, il interdit encore cette marche. C'est une façon de tout faire en même temps à l'opposition. Non, mais moi je crois... Où la date n'est pas mieux placée. Non, moi je crois plutôt qu'il y a un problème de folie. Il y a un problème de dérive. Tenez, madame. Il y a un groupe d'amis, le groupe des fanatiques de M. Félix Tshisekedi, qui vont organiser une marche aujourd'hui, les 16. Alors qu'il y avait un président en fonction qui a été tué dans son bureau, et l'UDPS organise une marche aujourd'hui. Et ils ont obtenu l'autorisation de ces fameux gouverneurs. Aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je dis pour l'opposition, vos dates ne sont pas... On n'a pas besoin de dates. On peut marcher chaque jour, mais la particularité du 17 janvier, c'est tout simplement parce que c'est lui qui est le père de la lutte contre la balkanisation. Point barre. Alors, si le gouverneur, M. Gentini, qui devait en principe être en prison, se donne le droit et le luxe d'interdire aux Congolais de manifester, eh bien, il doit se préparer à démembrer le mort. Parce que c'est ça sa mission. Il a eu occasionné autant de morts à Yumbi. S'il veut compter encore de morts ici à Kinshasa, il doit se préparer parce que nous ne sommes pas ces femmes. Nous allons marcher au nom de la Constitution, au nom de Lumumba, au nom de l'avenir de nos enfants. Demain, le 17 mai, la population ne verra pas cette vive tension comme la fois passée au niveau de Tchang. Non, mais il n'y aura pas de tension, madame. C'est une marche pacifique. Interdite par le gouvernement. Non, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et d'ailleurs, dans sa correspondance, il n'a donné aucune référence d'une disposition de la loi ou d'une disposition constitutionnelle. D'où tire-t-il ces pouvoirs-là? Il ne doit pas confondre le règlement intérieur de leur parti, le PPRD, et la Constitution. Si au niveau de leur parti, ils considèrent qu'on ne peut pas marcher le 17, nous leur disons, au niveau de la Constitution et de loi de la République, c'est une façon de se révolter contre le gouvernement. Non, mais nous n'avons rien à voir avec M. Gentini. Il ne représente rien dans cette lutte-là.
S'il va venir marcher avec nous, c'est bon. S'il ne viendra pas, il reste dans son bureau climatisé, compter ses dollars, compter le nombre de morts qu'il a eu à laisser faire au niveau de Yumbi. Mais ce qui est important, personne n'a le droit de réduire notre liberté de manifestation consacrée dans la Constitution, dans son article 26. S'il y a quelqu'un qui se permet de marcher sur nos droits, on va appliquer l'article 63 et l'article 64. C'est constitutionnel. Nous donnons des références de la loi et de la Constitution. C'est à lui de nous amener une autre disposition, contredisant ce que nous disons. Voir le chef de l'État qui garantit, Monseigneur Ambongo, que le pays ne sera pas divisé. En même temps, la fois passée, nous avons vu Monseigneur Ambongo qui avait proclamé sa vision prophétique, voulais-je dire, sur la balkanisation. C'est une façon au chef de l'État de rassurer ou d'apaiser le cœur de la population? Pour moi, personnellement, je ne crois pas à ce qui sort de la bouche de M. Félix Tshisekedi. Vous savez, M. Félix Tshisekedi, il est fort en promesses. Si on doit comptabiliser toutes les promesses faites jusque-là, aucune n'a été réalisée. Mais il a tout promis dans ce pays. Du janvier, le 24 janvier jusqu'à ce jour, il a tout promis. Attends, en 2020, comme il a promis. Il a tout promis. Non, mais il avait fait aussi des promesses pour 2019. Mais il a rassuré que 2020 sera l'année de l'action. Oui, mais l'année 2019 devait aussi être l'année des actions. Il a eu à enterrer son père avec l'argent de la République pendant... il a rassuré la population en 2020. Oui, mais il a toujours rassuré. Le 24 janvier, il a fait des promesses qui n'ont pas été tenues en 2019. Aujourd'hui, il nous amène en 2020. Les premières actions que lui compte organiser, c'est fermer l'université de Kinshasa, c'est d'organiser des activités qui vont nous coûter pratiquement plus de 4 millions de dollars. C'est la rétrocommission, c'est tout ce que nous voyons. Pensez-vous que sa promesse envers Monseigneur Ambongo, c'est une façon d'apaiser le cœur de la population? Bon, il veut séduire, mais ce qui est vrai, sa parole ne vaut rien du tout. Désolé. Une garantie même? Non, mais sa parole ne vaut rien. Sa parole ne vaut rien. Même s'il avait l'intention de militer dans ce sens. Mais il faut voir les actions, les actes qu'il pose, vont en contradiction avec ce qu'il dit. Lorsque on milite contre la balkanisation, et qu'il y a une frange de la population qui va dans le même sens, vous ne pouvez pas envoyer la police pour leur interdire le droit de manifester. Parce que ce qui est vrai, la lutte contre la balkanisation n'est pas un enjeu politique interne. C'est-à-dire que nous militons contre le pays et qui ont développé les velléités hégémoniques sur notre pays. Et bien, en principe, tout le monde devait coaliser dans ce sens pour que nous arrivions effectivement à mettre fin dans cette situation. Mais lorsqu'il y a une frange de Congolais, dirigeants soient-ils, qui se permettent d'interdire aux autres de manifester, cela sous-entend, nous comprenons pourquoi M. Félix Tshisekedi est de plus en plus proche du Rwanda. Qui nous dit qu'il n'est pas complice dans ce qui s'est fait? Rien ne le prouve jusque-là. Parce que nous voyons, c'est le Rwanda qui nous tue, c'est le Rwanda qui nous attaque. Mais il a promis de restaurer la paix au niveau de l'Est. Non, mais sa parole ne vaut rien, madame. Je vous dis, et je réaffirme, que sa parole ne vaut rien du tout. Rien du tout. Même ses ordonnances ne valent rien, sa parole ne vaut rien, son pouvoir ne représente rien. Ce qui sous-entend aujourd'hui, le Congolais conscient veut à ce que nous atteignions effectivement la capacité de l'État à faire face aux attaques, que ce soit de l'intérieur que de l'extérieur. Nous voulons à ce que le Rwanda soit reconnu comme co-responsable de ce qui nous arrive. On a eu à démontrer plus de 6 millions de morts. Eh bien, nous ne pouvons pas laisser le Rwanda impuni indéfiniment. Il y a des rapports qui attestent noir sur blanc que le Rwanda est à la base des tueries dans notre partie Est. Alors, lorsque vous allez vers le Rwanda, attendez madame, lorsque vous allez vers le Rwanda, on voit la première dame être accueillie comme une princesse, on voit monsieur Vital Kamerhe, qui est pratiquement un ami avec ceux qui ont tué nos Congolais, on voit M. Félix Tshisekedi qui déclare, je ne sais pas si c'est naïvement, qui déclare que le Kagame c'est un partenaire crédible, c'est qui sous-entend qu'il y a un sérieux problème. On ne peut pas souffler le chaud et le froid. C'est pas une diplomatie enfin de retrouver la paix au niveau de l'Est? Bon, pourquoi ne pas appeler ça une lâcheté? Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Iraniens peuvent envoyer un ambassadeur aux États-Unis pour leur donner des vaches.
C'est incompréhensible. Parce que ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous constatez qu'il y a un pays voisin, bien que nous soyons condamnés à vivre ensemble, qui tue chez vous, et la meilleure procédé, ou le meilleur procédé que vous trouvez, ou la meilleure stratégie, c'est d'avoir cette lâcheté que d'aucuns appellent la diplomatie, d'aller vers le Rwanda et supplier sa grâce, solliciter sa grâce pour qu'il ne continue pas à tuer. Mais depuis que M. Félix Tshisekedi est entré dans cette philosophie, dans cette approche, soi-disant diplomatique, mais les tueries continuent. Hein? La semaine passée, on a eu à tuer toute une famille là-bas. Attendez, peut-être la RTNC va le dire, ou les autres chaînes de télévision, mais nous avons déjà des vidéos de la société civile qui est là-bas. On continue à tuer chez nous. Et nous ne pouvons pas tolérer qu'on tue nos enfants. Parce que celui qui tue ton enfant va effacer ton histoire. Et nous voulons assez que nous soyons tous sécurisés, que ce soit nos amis de Béni, que ce soit les amis d'ailleurs, que tout le Congolais soit sécurisé. Celui qui touche à la vie d'un Congolais doit être sanctionné. Même si c'était les États-Unis, on ne pouvait pas cautionner cela. Mais lui considère que 6 millions c'est peu. L'essentiel pour lui, c'est d'aller séduire M. Kagame, alors que ce soit Kagame, que ce soit le membre de son gouvernement, que ce soit les enfants qui sont au niveau de la maternelle, on leur apprend que la partie Grand Kivu appartiendrait aux Rwandais. Vous pensez qu'aujourd'hui, si vous arrivez à séduire Kagame, vous allez enlever dans l'esprit de tous ces gens-là, tous ces Rwandais, que la partie Est appartiendrait au Rwanda? Ça, c'est être naïf. Voilà pourquoi nous disons, au-delà de toute autre intention, si M. Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de faire la guerre contre le Rwanda, eh bien on le classe parmi les ennemis de la République, il doit aussi partir. Mais c'est à là aujourd'hui, le FARDC vient de triompher en récupérant le grand bastion de l'ADF. Curieux, personne de l'opposition parle, personne n'encourage. Madame, ne vous contentez pas d'entendre ou de commenter ce que le gouvernement vous dit. C'est déjà entendu, c'est déjà vu. Nous avons vu Mamadou Ndala. Commençons d'abord par Agolo. Mais c'est une façon d'encourager. Non, mais attendez. C'est déjà vu, c'est déjà entendu. Commençons d'abord par Agolo. Agolo a repoussé les ADF. Agolo a repoussé les FDLR. Agolo a repoussé tous ces regroupements-là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. On a eu Moussa Mabé. Moussa Mabé a eu à faire des exploits. Il a repoussé. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. On a eu Mamadou Ndala. Mamadou Ndala a poussé le M23 jusqu'au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. On a eu Baouma. Baouma a fait le même exploit. Il a été tué. Ce qui sous-entend quoi? On est dans un traitement symptomatique. C'est-à-dire on s'attaque aux symptômes. Le problème congolais n'est pas les ADF ou le FDLR. Le problème congolais, c'est le Rwanda et ses velléités. Quand on vous dit que non, voilà, il y a des avancées, on a repoussé les ADF. Mais les ADF sont alimentés en armes, comment? Mais au passé, nous étions en train de voir des actions créées ou posées par l'opposition pendant que nos frères et sœurs étaient en même temps tués par ces de l'ADF. Mais pourquoi pas aujourd'hui saluer les actions ou ces bavures de nos militants de FARDC? Non, mais c'est quand même surprenant. Nous voulons manifester pour lutter contre la balkanisation. Qui sont ceux qui se sont levés contre nous? Ce sont nos propres frères. La manifestation de 17, c'était aussi une manière de dire aux Congolais qui sont dans l'armée et dans la police que nous sommes tous obligés de combattre nos ennemis, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, ces fameux gouvernements de la honte, a poussé le gouverneur à interdire notre marche. Vous voulez qu'on manifeste comment? Que l'on fasse une déclaration disant que non, voilà, M. Félix Tshisekedi, nous vous félicitons d'avoir envoyé M. Kamere pour aller donner 30 vaches aux Rwandais. Non, c'est notre manière de soutenir l'armée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on marche, on lance un message à nos militaires. Que non, voilà, nous voulons vous pousser, nous voulons vous encourager, de repousser les ADF et le FDLR jusqu'au niveau de frontières. Aucune de l'opposition en parle. Non mais madame, j'en parle aujourd'hui. Vous m'avez posé une question, je vous donne la réponse. C'est-à-dire, lorsqu'on va repousser les ennemis de la République jusqu'au niveau de frontières,
tout en sachant qu'il y a possibilité qu'ils reviennent. Parce que le problème, ce n'est pas de les repousser. Le problème, c'est de faire en sorte qu'ils ne reviennent plus. Dès lors qu'ils ils continueront à être alimentés par le Rwanda, eh bien, ce que nous allons constater, c'est quoi? Après 2 mois, après une année, ils vont revenir. Ils ont été repoussés jusqu'au niveau de frontières. Mais comment sont-ils revenus? C'est tout simplement parce que le Rwanda continuera toujours à alimenter. On ne doit pas être naïf à ces points. M. Félix Tshisekedi doit comprendre que nous autres Congolais, nous n'accepterons pas que nos enfants continuent à mourir au nom de la diplomatie ou au nom de la solidarité. En 1994, nous avons accepté de recevoir tous ces gens comme des réfugiés, comme des exilés politiques. Aujourd'hui, ils ont occasionné la mort de 6 millions de personnes. Il y a des rapports internationaux qui ont démontré, noir sur blanc, que Kagame était derrière tout ça. Et Kagame ne ferme pas sa bouche, vous dit que la partie Est devrait appartenir au Rwanda. Il y a des communiqués, il y a des messages, il y a des livres qui ont été écrits, et naïvement, ceux qui prétendent diriger considèrent que non, voilà, le Rwanda c'est un ami, le Rwanda doit continuer à être caressé dans le sens de poil, parce que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Aujourd'hui, cette victoire de FARDC ne vous pousse pas à applaudir un tout petit peu au gouvernement? Madame, nous vous disons qu'aujourd'hui, ce sont des traitements symptomatiques. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est le Rwanda. Le jour où les Rwandais vont constater que quand on tue un Congolais, on tue 2 Rwandais, ils vont pousser leur gouvernement à ne plus financer le groupe armé pour nous attaquer. C'est la moindre chose. Ce n'est pas ça la victoire. Parce que nous l'avons déjà connu. Ce n'est pas ça la victoire. Aujourd'hui, nous pouvons dire en même temps que Martin Fayulu exagère un peu en accusant sans preuve le chef de l'État, ancien le sénateur Abbé Joseph Kabila, d'avoir balkanisé notre pays à 95%. Bon, je ne suis pas membre de la MOUCA, je ne suis pas membre de l'ECD. Et toi, tu es membre de l'opposition? Non, je pense que cette question doit lui être posée. Et toi, tu es membre de l'opposition? Cette question doit lui être posée parce que je suis mal placé pour défendre mes valeurs. Continuons avec notre émission, actualité du moment, parlons un peu lors des chambres de vœux organisées par le PPRD. Nous avons vu Emmanuel Chada qui rejette en bloc l'idée de Martin Fayulu sur le réforme. En bloc? Oui. Si c'est en bloc, c'est quand même décevant. Parce que la réforme ou les réformes sont inhérentes à toute vie, que ce soit dans les entreprises, que ce soit au niveau de l'État. Lorsqu'on confie une mission à un organe de l'État ou à une structure, sinon à une institution, on fait l'évaluation. Et lorsqu'on constate qu'il y a des faiblesses, à la fin, il y a toujours des réformes. Tenez, madame, en 2006, après les élections, on a réformé la CENI. On a réformé le cours des tribunaux. En 2011, on a réformé la CENI. On a réformé le cours des tribunaux. En 2018, tout le monde a constaté qu'il y avait des faiblesses. Même M. Félix Tshisekedi, qui est le bénéficiaire de la forfaiture électorale, l'a dit qu'il y a des choses qui ont choqué la conscience collective. C'est-à-dire que les élections n'ont pas été bien organisées. Bien que dans ses dérives, il est allé dans le sens de réviser la Constitution pour résoudre le problème, en nous ramenant les élections directes des gouverneurs et des sénateurs. Mais ce qui est vrai... Le réforme, toute tentative de création d'un gouvernement d'union nationale. Non, mais qui va accepter de travailler avec M. Félix Tshisekedi et M. Kabila? Au cas contraire, il a même dit, au cas contraire, seule la procédure du CENSA sera bel et bien appliquée. Non, mais moi je me pose la question, sauf peut-être si nos frères de la MOUCA ne sont pas sincères, qui va accepter de travailler avec M. Félix Tshisekedi et avec M. Kabila? Ça, c'est une coalition de tous les dangers. Ils sont en coalition, mais ils se combattent chaque jour. On a plus de scandales que de solutions au problème. Il dit que la procédure de la CENSA sera bel et bien appliquée. Non, mais moi, personnellement, le CENSA ne me dit absolument rien. Mais ce qui est important, on doit réformer plusieurs institutions de la République pour permettre à l'État de bien avancer. Parce qu'on ne peut pas laisser la CENI dans sa configuration actuelle, où M. Nanga a le plein pouvoir de décider sur qui doit être président sans se référer aux statistiques, encore moins à la loi, parce qu'en principe, en 2006, en 2018, on ne pouvait pas publier les résultats sur base de clés USB, mais lui, de manière unilatérale, en violation de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, en violation des dispositions constitutionnelles,
Il s'est fait porte-parole de M. Kabila et il a fait de la voix de M. Kabila une voix prépondérante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi étant kabilocratiquement élu, au lieu d'être démocratiquement élu par la seule volonté de M. Kabila, c'est qu'il sous-entend que la CENI ne fonctionne pas normalement. Et voilà pourquoi on doit arriver à réformer la CENI, mettre en place de mécanismes permettant à ce qu'il n'y ait pas de dérive ou que nous n'entrons pas dans une forme de boulimie du pouvoir. Nous devons faire en sorte que la Cour constitutionnelle soit une cour qui va fonder ses actions sur base de la Constitution et non des humeurs de M. Kabila. On doit faire en sorte que la Constitution soit appliquée de l'article 1er jusqu'à l'article 229. On va faire en sorte que la loi électorale soit révisée pour que nous ayons effectivement un mode qui va nous permettre d'avoir de bonnes élections, parce que la finalité des élections n'est pas d'avoir un nouveau président. La finalité des élections, c'est de mettre fin à la crise de légitimité et de permettre à ce qu'il y ait les changements. Fort malheureusement, on ne l'a pas connu en 2018. Merci beaucoup, M. Saleh. C'était un grand plaisir pour moi de partager cette plateau avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Actualité du moment. C'était bel et bien le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, M. Alain Bolonjoa Ibola. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Merci à l'équipe technique de Congo Live TV. Quant à moi, je vous dis, restez branchés. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond.Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Audio Jungle.